2023. Une sécheresse historique a brûlé les récoltes et laissé les rivières du Burkina Faso à sec. En 48 heures à peine, le pouvoir a déclenché un chantier hydraulique gigantesque, là où les experts internationaux annonçaient déjà la faillite du pays. Dans un tel chaos, comment comprendre qu'un État si fragile puisse inverser la trajectoire? Et pourquoi le pari d'Ibrahim Traoré change directement ce que cela signifie pour la vie de millions d'habitants? Car derrière les chiffres et les canaux, quelque chose de plus profond est en train de se jouer. La promesse au cœur de cette histoire n'est pas seulement technique, elle porte sur la survie même d'un pays qui refusait de s'effondrer sous la sécheresse. Assurer à chaque communauté une disponibilité en eau stable toute l'année est devenu l'engagement central qui redéfinit le destin national. Ce choix, audacieux et risqué, a placé le Burkina Faso face à une alternative nette. Maîtriser enfin sa souveraineté hydraulique ou replonger dans un cycle de dépendance structurelle aux crises extérieures. Pour les habitants, cette promesse signifiait bien plus qu'un réseau de 300 réservoirs et 2000 km de canaux. Elle représentait la possibilité de rester sur leurs terres, de cultiver 2 récoltes par an et de retrouver une stabilité que les sécheresses répétées avaient brisée. Mais cette ambition imposait aussi un prix élevé. Sans aide internationale, tout échec technique ou retard d'entretien pouvait faire basculer l'ensemble du pays dans une situation encore plus critique qu'en 2023. Et c'est précisément cette tension entre autonomie totale et vulnérabilité extrême qui ouvrait un doute silencieux. Le Burkina Faso aurait-il la capacité d'endurer ce pari jusqu'au bout? Une question à laquelle les premiers résultats commencent à apporter des réponses inattendues. Personne ne s'attendait à ce tournant. Alors que 2023 devenait l'année la plus sèche depuis 40 ans, une mobilisation nationale de plus de 40 000 ingénieurs, ouvriers et militaires fut déclenchée en 48 heures. Ce chiffre seul révélait un élément clé que beaucoup avaient sous-estimé: la capacité collective du Burkina Faso à agir vite, malgré l'effondrement annoncé de ses terres et de ses rivières. Au cœur de cette réponse inhabituelle, la stratégie défendue par Ibrahim Traoré prenait une dimension nouvelle. Elle ne reposait ni sur l'attentisme ni sur l'espoir d'une aide internationale qui tardait, mais sur la conviction qu'un pays pouvait encore transformer une crise extrême en levier de souveraineté. Jusqu'à l'été 2023, les régions rurales vivaient pourtant au bord du précipice. Les lits de poussière remplaçaient les rivières, des pans entiers de terres agricoles étaient abandonnés, et des milliers de familles pouvaient à peine trouver de l'eau potable. À la mi-saison, le paysage avait basculé. Les provinces autrefois dépendantes de pluies irrégulières se retrouvaient sans ressources, exposant le pays à une crise humanitaire imminente. C'est dans ce contexte que l'état d'urgence national en matière d'eau fut déclaré, ouvrant la voie au projet Blue Shield 2025. L'ampleur du chantier dépassait la simple construction d'infrastructures. 300 réservoirs, chacun capable de contenir entre 8 et 22 millions de mètres cubes d'eau, formaient une architecture hydraulique connectée par 2000 km de canaux traversant 18 provinces. L'objectif ne se limitait pas à irriguer. Il s'agissait aussi de contrôler les inondations saisonnières, de stabiliser l'accès à l'eau potable et de permettre aux terres cultivables de survivre au-delà des cycles climatiques imprévisibles. Ce que la curiosité ouverte en P1 laissait entrevoir trouve ici sa première réponse. La transformation n'a pas été un miracle isolé, mais le résultat d'une organisation intense, rapide et intégralement menée par les Burkinabés. Elle révélait ainsi une vérité souvent oubliée. Lorsqu'un pays décide d'agir sans attendre, il redéfinit les limites de ce qui paraît possible. Derrière l'ampleur du projet Blue Shield 2025,
une figure s'est imposée comme point de repère pour des millions d'habitants, Ibrahim Traoré. Son rôle ne se limitait pas à une décision politique. Il a incarné le moteur d'une mobilisation nationale qui a placé chaque communauté au centre de l'effort hydrique. Face à une année marquée par une sécheresse sans précédent, ce leadership est devenu la clé d'une cohésion rare dans l'histoire récente du pays. Le premier signe concret de cette dynamique est apparu dans plusieurs régions rurales. Là où les familles parcouraient des kilomètres pour remplir quelques récipients d'eau, les premiers réservoirs construits ont modifié le quotidien en quelques semaines. Par exemple, dans une province du Nord, des femmes qui marchaient autrefois des heures pour atteindre un puits ont vu leur trajet réduit à quelques minutes. L'eau disponible toute l'année a permis d'améliorer l'hygiène, de réduire la fatigue quotidienne et de libérer du temps pour l'éducation ou d'autres activités économiques. Ce changement a renforcé un sentiment nouveau, celui que l'autonomie hydrique pouvait réellement transformer une communauté. La deuxième illustration est venue des zones agricoles. Par exemple, avant l'arrivée des canaux, des parcelles entières étaient abandonnées. Dès que l'irrigation a commencé à circuler, les paysans ont pu relancer leur culture, parfois doubler leurs récoltes et récupérer des terres qu'ils pensaient définitivement perdues. Ce regain d'activité a offert une stabilité inattendue aux familles locales. Ces premiers impacts prouvent une idée simple mais déterminante. L'eau redonne du futur. Avant août 2023, le pays glissait vers l'effondrement agricole. Après la déclaration d'état d'urgence hydrique, tout bascula en 48 heures. Ce basculement constitue le premier point de rupture de la séquence. Un avant saturé de crainte, un après marqué par une mobilisation sans précédent. La sécheresse avait vidé les rivières et réduit des hectares entiers à la poussière. Les terres abandonnées s'étendaient chaque semaine et les familles perdaient leur dernier filet de sécurité. Les signaux étaient trop clairs. Sans action rapide, la crise deviendrait irréversible. Ibrahim Traoré choisit alors d'accélérer une stratégie que presque personne ne croyait viable. Le projet Blue Shield 2025 fut lancé. Les ordres furent transmis immédiatement et plus de 40 000 ingénieurs, ouvriers et militaires furent mobilisés. La chaîne logistique s'activa à grande vitesse. Les premières équipes déployées établirent les tracés prioritaires. Le pays entra en phase d'urgence totale. L'intensité du chantier bouleversa le quotidien de 18 provinces. Les réservoirs commencèrent à s'élever à un rythme qui surprit même les techniciens les plus expérimentés. Certaines structures atteignaient plusieurs millions de mètres cubes en quelques semaines. Les canaux principaux se dessinèrent à travers les provinces rurales. 2000 kilomètres de corridors hydrauliques s'étirèrent progressivement, connectant des zones autrefois isolées. Les stations de pompage suivirent, puis vinrent les unités d'énergie hybride, garantissant la continuité du système même en cas de coupure électrique. Des villages entiers participèrent à l'effort collectif. Les habitants transportaient des matériaux. Les ingénieurs réajustaient les plans selon les contraintes du terrain. Les équipes militaires sécurisaient les zones sensibles. Toute avancée sans pause. L'allure même du travail créait un effet d'entraînement. Chaque jour apportait une nouvelle portion de canal achevé. Les provinces observaient les progrès en temps réel. L'idée que le pays ne pouvait pas réussir seul perdait de sa force, et un autre enjeu apparaissait déjà. Si une mobilisation de cette ampleur pouvait être déclenchée, jusqu'où pouvait aller la capacité d'autosuffisance du Burkina Faso? Cette interrogation ouvrait la deuxième dette de curiosité, Q2, destinée à trouver sa réponse dans la phase suivante. À mesure que les infrastructures se mettaient en place, les premiers effets furent visibles. Les régions rurales accédèrent à une eau plus régulière. Les champs désertés revinrent progressivement à la vie. Les familles reprirent leurs activités agricoles.
la migration interne commença à diminuer et une nouvelle cohérence sociale s'installa. Les zones à risque retrouvèrent une stabilité relative. Les canaux jouèrent également un rôle crucial dans la prévention des inondations, un phénomène récurrent pendant la saison des pluies. Le système d'irrigation géant répartissait mieux les flux d'eau. Les réservoirs absorbaient les excès. Les villages en aval furent protégés. Ce rétablissement rapide modifia la perception internationale. Le Burkina Faso, longtemps classé parmi les pays les plus vulnérables, démontrait qu'une restructuration massive pouvait être menée sans soutien extérieur. La dynamique n'était plus seulement hydrique, elle devenait politique, et elle révélait un levier inattendu. Une nation capable d'agir seule transforme son rapport au monde entier. Reste une question cruciale. Quels risques invisibles se cachent derrière un système reposant entièrement sur l'autonomie interne? Avant le lancement du projet Blue Shield 2025, la disponibilité en eau potable connaissait des ruptures régulières dans les zones rurales. Après la mise en service des infrastructures, ces régions n'ont bénéficié d'un accès beaucoup plus stable sur l'ensemble de l'année. Ce changement constitue la bascule en comparaison qui éclaire l'ensemble de la dynamique hydrique du pays. Il marque aussi le point d'où les résultats concrets commencent à répondre aux doutes évoqués dans le Curiosity Loop Q2, la capacité réelle du Burkina Faso à maintenir un système entièrement autonome. Le premier indicateur majeur provient de l'agriculture. Grâce à l'irrigation rendue possible par les 300 réservoirs et les 2000 km de canaux, la production agricole a augmenté de 42%. Cette hausse reflète directement la manière dont l'eau a sécurisé des terres autrefois dépendantes d'une pluviométrie irrégulière. L'impact se perçoit immédiatement dans les régions où les cultures de maïs, de riz et de légumes avaient décliné. Les exploitations redevenues actives ont permis aux familles de reconstituer leurs stocks. Les marchés locaux ont retrouvé un rythme plus stable. Les zones anciennement menacées ont observé une croissance progressive du rendement. Le deuxième indicateur touche au déplacement d'interne. Avant la mise en œuvre du projet, de nombreuses familles étaient contraintes de quitter leur village pour trouver des points d'eau. Dès que les réservoirs et les canaux furent opérationnels, la migration causée par la pénurie d'eau a diminué de 32%. Cette baisse reflète une amélioration significative des conditions de vie. Elle montre que les populations peuvent rester sur leurs terres sans subir l'instabilité des saisons. Elle indique également une réduction du stress social dans les provinces rurales. Elle corrige en partie les déséquilibres observés les années précédentes. Elle consolide enfin la cohésion interne au moment où le pays cherchait à éviter un nouvel exode. Le troisième indicateur concerne la santé publique. Dans un pays où la qualité de l'eau avait longtemps été un déterminant sanitaire majeur, les réservoirs filtrés ont produit un effet visible. Les maladies hydriques ont diminué de 25%. Cette baisse résulte de l'utilisation de systèmes de filtration solaire déployés dans les principaux réservoirs. L'amélioration sanitaire a contribué à stabiliser les communautés les plus fragiles. Les centres médicaux locaux ont constaté une réduction des consultations liées aux infections hydriques. La charge de travail des équipes soignantes s'est équilibrée. Les familles ont observé une baisse des dépenses médicales imprévues. Dans cette dynamique, le rôle d'Ibrahim Traoré reste central. Son choix de refuser l'aide internationale et de mobiliser exclusivement les forces locales a façonné l'ensemble de l'approche. Il a fixé un cadre où les résultats ne pouvaient dépendre que de la capacité interne du pays. Cette logique a permis une exécution rapide, mais elle implique en retour une responsabilité accrue dans la maintenance du système. La solidité des infrastructures n'est donc pas seulement un succès technique, elle reflète une vision politique où la souveraineté hydraulique devient un pilier stratégique. Les données réunies
jusqu'ici, dessinent une conclusion nette. Les transformations produites ne sont ni symboliques ni temporaires. Elles structurent durablement le fonctionnement agricole, social et sanitaire du pays. Ce socle chiffré devient ainsi l'ossature de la réponse au scepticisme initial. Le pays démontre que la combinaison de mobilisation interne et de structures hydrauliques cohérentes peut soutenir un modèle autonome viable. Deux critiques majeures se sont imposées dès les premiers mois du projet Blue Shield 2025. La première, portée par plusieurs analystes régionaux, mettait en doute la pérennité technique d'un système reposant sur des infrastructures massives construites dans un délai extrêmement court. Selon eux, un réseau composé de 300 réservoirs et de 2000 km de canaux risquait d'être vulnérable aux défaillances mécaniques, aux aléas climatiques et aux difficultés d'entretien. Leur argument central était simple. Sans expertise internationale, le Burkina Faso ne pourrait pas maintenir durablement un ensemble aussi complexe. La deuxième critique reposait sur la répartition équitable des ressources. Certains observateurs estimaient que la disponibilité nouvelle de l'eau risquait d'introduire des tensions sociales. Lorsque l'eau devient abondante dans certaines zones mais toujours instable dans d'autres, les disparités peuvent s'accentuer, en particulier dans les régions urbaines densément peuplées. Cela pourrait conduire à une concurrence accrue pour la ressource, à des conflits lots et à une amplification des inégalités économiques. Pour ces critiques, le problème n'était pas la construction du système, mais sa gestion politique et sociale à long terme. Face à ces deux objections solides, les défenseurs du projet avancèrent plusieurs éléments tirés directement des résultats observés. Les infrastructures n'étaient pas seulement étendues, elles étaient pensées pour fonctionner même en cas de coupure électrique, grâce aux unités d'énergie hybride. Ce choix réduisait considérablement les risques d'interruption brutale. De plus, les équipes locales ayant participé à toutes les étapes de la construction disposaient désormais des compétences nécessaires pour assurer l'entretien. L'expertise n'était donc pas absente, elle avait été créée. Concernant la répartition, les premiers effets contredisent partiellement la crainte d'un déséquilibre structurel. La migration interne a diminué de 32%, indiquant que l'accès à l'eau s'est amélioré dans plusieurs zones auparavant fragilisées. L'impact social s'est diffusé dans les provinces rurales avant même d'atteindre les centres urbains. Ibrahim Traoré a insisté sur une gouvernance qui place les communautés locales au cœur de la gestion, limitant ainsi les risques de captation inégale. Ainsi, si les critiques posent de vraies questions, les données disponibles montrent que la dynamique enclenchée soutient un modèle plus stable qu'attendu. Jusqu'ici, le projet Blue Shield 2025 apparaissait comme une réponse d'urgence à une sécheresse extrême portée par une mobilisation spectaculaire. Mais un élément resté en arrière-plan change la lecture du projet, sa capacité à fonctionner de manière autonome même dans des conditions extrêmes. Les unités d'énergie hybride installées sur les stations de pompage garantissent la continuité du réseau lorsque l'électricité manque, un point souvent ignoré dans les analyses initiales. Ce détail technique transforme l'ensemble en levier stratégique. Il signifie que le pays ne dépend plus de la stabilité de son réseau électrique pour maintenir l'irrigation ou l'accès à l'eau potable. Et il consolide l'idée que l'infrastructure peut résister à des pressions climatiques ou logistiques plus fortes que prévues. Dans cette bascule, le rôle d'Ibrahim Traoré devient plus clair. Sa décision de refuser l'aide extérieure n'était pas seulement un geste politique, mais une manière d'obliger le système à reposer sur une autonomie totale, renforçant ainsi sa résilience structurelle. Cette approche ouvre une interrogation nouvelle, plus profonde que les précédentes.
Si l'infrastructure tient malgré les contraintes actuelles, jusqu'où peut aller la souveraineté hydrique du Burkina Faso? Les premiers mois suivant la mise en place du projet Blue Shield 2025 ont offert une vision plus précise de ce que l'autonomie hydrique pouvait réellement produire. Les résultats ne se limitaient plus aux infrastructures. Ils redessinaient la manière dont les communautés, les terres et les dynamiques régionales fonctionnaient au quotidien. C'est également ici que se referme la dette de curiosité ouverte précédemment. La souveraineté hydrique ne s'exprime pas seulement dans la construction du système, mais dans la manière dont celui-ci transforme les comportements du pays et l'équilibre du Sahel. 1. Secteur agricole. L'agriculture a été le premier domaine à ressentir l'impact des 300 réservoirs et des 2000 km de canaux. Les terres autrefois abandonnées sont redevenues exploitables, permettant une hausse nette de la production, notamment grâce à la possibilité de réaliser 2 récoltes annuelles dans plusieurs provinces. Les agriculteurs disposent désormais d'un cycle de travail plus stable, affranchi de la dépendance totale aux pluies saisonnières. Cette continuité a renforcé la sécurité alimentaire et consolidé les réserves nationales. 2. Secteur économique et entreprise. L'amélioration de la disponibilité en eau a ravivé une activité économique presque paralysée par la sécheresse. Les marchés locaux ont retrouvé un rythme régulier grâce à des volumes agricoles plus constants. Les prix se sont stabilisés dans plusieurs régions, atténuant les fluctuations violentes des années précédentes. Les infrastructures hydriques ont également favorisé l'essor de micro-activités liées à la transformation alimentaire ou à la logistique rurale. Cette dynamique économique s'est développée sans aide extérieure, conformément à la vision défendue par Ibrahim Traoré depuis le lancement du projet. 3. Population et vie sociale. Les habitants ont été parmi les premiers bénéficiaires directs des nouvelles infrastructures. Avant 2023, des milliers de familles parcouraient de longues distances pour trouver de l'eau, une tâche éprouvante qui absorbait une part considérable de leur quotidien. Depuis la mise en service des réservoirs et des systèmes de filtration, l'accès à l'eau potable s'est stabilisé, entraînant une baisse de 25% des maladies hydriques et réduisant les dépenses de santé imprévues. La migration interne a diminué de 32%, révélant un retour progressif à la stabilité communautaire. Cette amélioration a renforcé la confiance des familles dans leur capacité à rester sur leur terre. 4. Région et dynamique géopolitique. L'impact du projet Blue Shield 2025 dépasse largement les frontières du Burkina Faso. Plusieurs pays du Sahel observent attentivement cette transformation et envisagent de reproduire un modèle reposant sur les ressources locales plutôt que sur l'aide internationale. Le Mali, le Niger et le Tchad figurent parmi les pays les plus intéressés, confrontés eux aussi à une pression hydrique sévère. Ce mouvement pourrait à terme remodeler les équilibres régionaux en offrant aux nations sahéliennes de nouvelles marges d'autonomie. Ces 4 champs d'impact révèlent une vérité structurante. La souveraineté hydrique n'est pas seulement un principe politique, mais une force capable de transformer la vie quotidienne, de réorganiser l'économie, de stabiliser les communautés et de redessiner les rapports de pouvoir dans la région. Les 6 à 12 prochains mois seront déterminants pour mesurer la véritable résilience du système hydraulique du Burkina Faso. Les infrastructures sont désormais largement opérationnelles, mais leur stabilité dépendra de la capacité du pays à gérer 3 dimensions: l'entretien régulier, la pression climatique et la gouvernance locale. Selon ces variables, 3 trajectoires restent possibles. 1. Scénario de base. Dans ce scénario, le Burkina Faso parvient à maintenir l'intégrité du réseau sans perturbation majeure. Les réservoirs fonctionnent normalement
et les canaux continuent d'assurer une irrigation stable. Si les équipes locales conservent leur rythme d'entretien et si les ressources financières minimales sont garanties, alors le pays pourrait consolider ses gains actuels. L'agriculture resterait productive sur l'ensemble de l'année, permettant de renforcer la sécurité alimentaire dans les zones autrefois vulnérables. Les communautés rurales se stabiliseraient davantage, limitant les migrations internes et réduisant les tensions sociales nées des crises hydriques précédentes. Cette trajectoire prolongerait la dynamique soutenue jusque-là. 2. Scénario optimiste. Dans la perspective la plus favorable, le pays capitalise pleinement sur ses succès récents. Si la gestion des infrastructures demeure rigoureuse et si les provinces adaptent efficacement leurs pratiques agricoles au nouveau volume d'eau disponible, alors une partie de la production agricole pourrait être exportée vers les pays du Sahel. Cela renforcerait la position régionale du Burkina Faso, qui deviendrait un exemple de souveraineté hydrique et de résilience. L'économie rurale connaîtrait un nouvel élan, soutenu par des circuits de distribution plus réguliers et par l'émergence d'activités nouvelles liées à la transformation et au transport. Dans ce scénario, la stratégie engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré trouverait une validation durable. 3. Scénario pessimiste. La trajectoire la plus défavorable repose sur une série de vulnérabilités encore présentes. Si le changement climatique intensifie les pressions sur les ressources, ou si un défaut d'entretien survient dans plusieurs segments du réseau, alors des pénuries d'eau pourraient réapparaître. Ces difficultés entraîneraient une baisse de la production agricole et raviveraient les migrations internes. Les tensions sociales pourraient s'aggraver dans les zones urbaines où la demande en eau reste élevée. Une telle situation fragiliserait les acquis et remettrait en question la stabilité politique du pays. Elle montrerait aussi que l'autonomie hydrique, si ambitieuse, nécessite un engagement constant pour rester viable. Ces trois scénarios posent une dernière interrogation majeure. Quelle stratégie permettra réellement de stabiliser le système dans la durée? Pour beaucoup d'habitants du Burkina Faso, les effets du projet Blue Shield 2025 ne se mesurent pas uniquement à travers les infrastructures visibles, mais dans les changements silencieux qui se sont installés dans leur quotidien. Les familles qui vivaient dans l'angoisse permanente de manquer d'eau découvrent désormais une forme de régularité qu'elles n'avaient plus connue depuis des années. Les efforts collectifs qui ont permis d'ériger les réservoirs et les canaux ont renforcé un sentiment d'utilité partagée, donnant à chacun l'impression de contribuer directement à la survie de son territoire. Du côté des communautés rurales, l'impact est encore plus concret. Les provinces qui dépendaient autrefois de pluies irrégulières voient aujourd'hui leurs terres reprendre vie, et cette transformation nourrit une nouvelle confiance envers l'avenir. Les femmes, longtemps contraintes de parcourir de longues distances pour trouver de l'eau, bénéficient désormais d'un temps libéré qu'elles peuvent consacrer à leurs enfants, à l'éducation ou à des activités économiques locales. Ces évolutions, bien qu'elles paraissent modestes, réorganisent progressivement les relations sociales. Pour les jeunes, la transformation ouvre un horizon différent. L'irrigation stable crée des perspectives agricoles renouvelées, mais aussi des opportunités dans la logistique, la maintenance et la gestion hydrique. Le projet devient ainsi un support d'apprentissage et l'idée de contribuer à un système construit par des forces locales suscite une forme d'engagement inédit. Dans ce processus collectif, le rôle d'Ibrahim Traoré apparaît comme celui d'un catalyseur, non pas par sa seule décision initiale, mais par la manière dont il a associé les populations à la construction du réseau. Ces changements montrent que l'enjeu n'est plus seulement de garantir l'accès à l'eau. Il s'agit désormais de savoir comment le pays peut consolider ses acquis et construire une trajectoire durable pour les années à venir, une question qui ouvre naturellement la voie au plan d'action du P12.
Stabiliser durablement le système hydrique nécessite une feuille de route claire capable de prolonger les acquis tout en anticipant les fragilités révélées par les premiers mois. Les infrastructures sont en place, mais leur pérennité dépendra désormais d'une coordination précise entre institutions, techniciens et communautés locales. La réponse au Q4 se trouve ici. Seule une planification continue peut ancrer la souveraineté hydrique dans la durée. Étape 1. Maintien technique structuré. Les équipes locales doivent établir un calendrier d'entretien trimestriel couvrant les réservoirs, les canaux et les stations de pompage. Chaque intervention doit être documentée et vérifiée par une cellule technique provinciale. L'indicateur central est simple: absence d'interruption prolongée du réseau. Étape 2. Gouvernance équitable de l'eau. Les autorités doivent mettre en place un système transparent de distribution, intégré aux besoins des zones rurales et urbaines. Les comités communautaires, gardiens du terrain, surveillent les consommations anormales. La mesure clé repose sur la stabilité des volumes disponibles d'une saison à l'autre. Étape 3. Adaptation climatique. Si les variations météorologiques deviennent extrêmes, les provinces doivent ajuster leurs pratiques agricoles. Cela implique d'utiliser des techniques d'irrigation plus efficientes et de planifier les cultures selon les données hydriques. Le succès se lie dans la continuité des rendements malgré les fluctuations climatiques. Étape 4. Renforcement des compétences locales. L'expérience acquise durant la construction du projet doit être pérennisée. Les techniciens formés sur le terrain deviennent les référents locaux capables d'intervenir rapidement. Leur efficacité se mesure par la rapidité de résolution des incidents. Étape 5. Coordination nationale. Ibrahim Traoré doit garantir que les ressources financières et humaines restent alignés sur les objectifs hydriques. Cette étape ancre l'autonomie dans un cadre politique solide. L'indicateur est la capacité du système à fonctionner indépendamment de toute aide extérieure. Cette feuille de route vise un objectif unique: maintenir la stabilité à long terme et transformer une réussite immédiate en modèle durable pour le pays. Dans les villages où les femmes marchaient autrefois des heures pour atteindre un point d'eau, le paysage a changé. Les réservoirs installés au cœur des communautés ont transformé un effort quotidien épuisant en un geste simple, presque ordinaire. Cette scène, qui semblait au départ n'être qu'un détail parmi d'autres, est devenue le symbole le plus parlant de la transformation engagée par le pays. Elle rappelle que le véritable impact d'un projet ne se mesure pas uniquement à ses dimensions techniques, mais à la manière dont il restaure la dignité de ceux qui en dépendent. Ce motif, observé dans les premiers jours du chantier, prend aujourd'hui une nouvelle résonance. Les familles redécouvrent un rythme plus stable. Les enfants peuvent se consacrer à l'école. Les terres autrefois abandonnées retrouvent leur couleur. Et derrière cette évolution, on devine la continuité d'un choix politique porté par Ibrahim Traoré, celui de croire qu'un pays peut reprendre en main son avenir sans attendre de secours extérieurs. Ce que l'eau a rendu possible dépasse la simple survie. C'est une reconstruction intime, patiente et collective. La souveraineté commence par un geste simple. L'histoire du projet Blue Shield 2025 montre qu'une transformation nationale peut naître d'un choix collectif bien avant de devenir une prouesse technique. Les villages qui ont retrouvé l'eau, les familles qui ont gagné du temps et les terres qui ont repris vie illustrent ce que peut produire une mobilisation fondée sur la volonté plutôt que sur l'attente. Ce changement n'appartient pas seulement au Burkina Faso. Il résonne dans chaque communauté qui cherche à se relever face aux bouleversements climatiques. Partager ces histoires, ces voix et ces expériences permet de prolonger la dynamique initiée sur le terrain.
Cela ouvre des espaces de compréhension et d'échange, essentiels pour imaginer d'autres trajectoires possibles dans la région. Les questions d'eau, de résilience et d'autonomie dépassent toujours les frontières. Si cette réflexion vous inspire ou soulève des interrogations, vous pouvez continuer la discussion, proposer un point de vue ou explorer un autre angle. La force d'un projet collectif réside souvent dans les dialogues qu'il fait naître.